Ce soir à l'émission, Lune et Soleil, deux éclipses à venir. C'est le type de lumière qui est projetée, qui est déviée vers la Lune. Guerre des tarifs, Moisson-Laurentide s'inquiète. Ce qu'on entrevoit, c'est une augmentation de la demande. En entrevue, Luc Desilets nous donne le point de vue du Bloc québécois sur le bras de fer commercial avec les États-Unis. Tenter de négocier avec un être comme Trump, c'est comme tenter de négocier avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement sain d'esprit. Enfin, Karine Daou vient nous parler du parcours Objectif Télé offert à l'Hurlu. D'avoir un enfant comédien, qu'est-ce que ça fait dans une famille, qu'est-ce que ça fait dans une vie? Bienvenue à Accès Local. Jeudi 13 mars 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. On aura parlé de la guerre tarifaire sous tous les angles possibles, le tort que ça cause aux entreprises. On va l'aborder sous un angle différent, le mal que ça fait au portefeuille des particuliers. Et il y a Moisson-Laurentide qui commence à s'inquiéter sérieusement. Oui Claude, en fait l'organisme ne ressent pas encore les effets des tarifs canadiens et des contre-tarifs canadiens sur ses services, mais sa directrice générale s'inquiète pour les semaines et les mois à venir. On écoute tout de suite à ce sujet Annie Bélanger, qui est directrice générale de Moisson-Laurentide. Ce qu'on entrevoit, c'est une augmentation de la demande. C'est certain que s'il y a des gens qui sont licenciés, que ça aurait un impact direct sur la demande. C'est certain que l'approvisionnement, c'est très instable aussi. Nous, on a peu de prévisibilité au niveau de l'approvisionnement. Le gouvernement prévoit qu'au moins 100 000 emplois pourraient être touchés par les impacts économiques de ce bras de fer entre Ottawa et Washington. Oui, et déjà que la situation est déjà pas facile là, chez Moisson-Laurentide. Oui, dans la dernière année, la Banque alimentaire a enregistré une hausse de la demande de sa clientèle de 27 %, c'est-à-dire que 25 000 personnes tous les mois dépendent de l'organisme pour manger. Ce sont des gens de profils variés qui s'appuient sur le comptoir de dépannage alimentaire, des familles et des travailleurs aussi. Donc, une récession, comme certains prévoient, exercerait bien évidemment une pression supplémentaire sur les services de Moisson-Laurentide, d'autant plus que la période actuelle, le printemps, est historiquement plus rude pour ce qui est des dons en denrées non périssables. On peut écouter Mme Bélanger. Ça, c'est quand même important. Souvent, quand on pense aux collations pour les enfants, quand on pense aussi à des produits pour cuisiniers, là, c'est souvent des produits non périssables. Donc, les pâtes alimentaires, la farine, les barres-tendres, etc. Pour ce qui est des fruits, le printemps est aussi une période de creux dans les exportations. La Banque alimentaire dépend donc d'une aide alimentaire du gouvernement en ce moment pour offrir des produits frais à sa clientèle. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la Lune et du Soleil, deux éclipses à venir. À plus tard, Claude. Le parc régional du Bois de Belle-Rivière à Mirabel est au nombre des 20 finalistes du Mérite Ovation municipale 2025 de l'Union des municipalités du Québec dans la catégorie équipement collectif. Cette reconnaissance met en lumière la transformation du parc régional du Bois de Belle-Rivière qui, en 25 ans, est passé d'un site abandonné à une destination touristique de 176 hectares composée de forêts mixtes et d'érablières ancestrales. Avec plus de 160 000 visiteurs annuels et 34 activités et services, le parc se veut un modèle de développement durable. C'est dans le cadre du gala annuel de l'UMQ tenu les 15 et 16 mai que les lauréats seront connus. La ville de Rosemère est à la recherche de 2 citoyennes ou citoyens pour compléter son comité civilité. Les membres seront invités à partager leur point de vue en tant que citoyens et clients de la ville, tout en contribuant à des relations citoyens-employés harmonieuses. Pour être admissible, il faut résider à Rosemère et être disponible pour 2 ateliers en présentiel les 9 et 30 avril de 9h à midi. Il est possible d'envoyer sa candidature par courriel jusqu'au 21 mars. Le Bloc québécois se dit à la fois lucide et confiant dans le contexte de la guerre tarifaire déclarée contre le Canada par les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? On va poser la question à Luc Desilets, député de Rivière-des-Ménil à la Chambre des communes. Monsieur Desilets, bonsoir. Et bonsoir. Vous dites qu'il faut prendre au sérieux toutes ces menaces qui peuvent parfois nous sembler un peu folichonnes, mais qui peuvent aussi faire très mal. Alors, comment on aborde la chose de façon lucide et confiante? Moi, l'exemple que j'ai en tête... Tenter de négocier avec un être comme Trump, c'est comme tenter de négocier avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement sain d'esprit. Alors, être lucide, ça veut dire à quelque part prendre du recul, tenter d'être objectif,
ne pas mettre de côté la négociation. Il faut toujours être prêt à négocier. Il faut y aller de façon diplomatique, mais y aller avec quelqu'un qui est ingérable, qui est loufoque, qui est bien bizarre. Ouais. Bon, la stratégie de Trump, tout le monde s'entend pour dire que c'est d'affaiblir les partenaires économiques, les forcer à s'installer aux États-Unis pour construire ce qu'ils veulent vendre et faire ça avant que l'inflation, les taux d'intérêt ne se mettent de la partie. Cette semaine, on a assisté à une chute des indices boursiers. Est-ce que c'est bon pour nous, ça? C'est bon pour nous, la chute? Oui. Ben non, c'est dramatique. C'est chaque fois que... Non, mais dans le cadre de la stratégie, là, pour contrer la stratégie de M. Trump, est-ce que ça peut le faire reculer, Monsieur Trump réagit, c'est sûr, à la baisse des marchés. C'est pas comme ça qu'il le dit, mais son premier mandat, il était rivé devant les écrans des marchés boursiers. Il va réagir au marché boursier, oui, on va en venir à bout. Il va réagir aux pertes d'emplois, c'est certain, puis il va réagir à l'inflation. Il n'a pas été élu pour ça, entre autres. Ouais. Il faut que la grogne vienne de l'intérieur aussi, puis on commence à la sentir. Si elle vient des républicains, c'est encore mieux, c'est évident. Mais c'est pas tous les républicains qui sont favorables. Mais les gens ont peur aussi de Trump. Oui. Ils se retiennent, semble-t-il. Oui. Vous soumettez qu'il faut développer une stratégie commune avec le Mexique et l'Europe parce que le conflit se mondialise, on le voit bien. Est-ce que vous sentez que ce désir-là est partagé, là, quand on parle de stratégie commune? Est-ce que, par exemple, Doug Ford, cette semaine, s'est comporté en joueur d'équipe? Non, je pense que c'est une grosse erreur, là. Le Canada devrait être uni là-dedans, tout comme le Québec, et même si je suis souverainiste, doit supporter les actions du Canada. On est encore dans le Canada. Bon, jouer de son bord comme ça, on s'en est aperçu. Il a été obligé de changer sa décision du jour au lendemain lorsque le président américain est arrivé avec un 50% de tarifs. Mais il aurait fait beaucoup plus mal au Québec qu'à l'Ontario, soit dit en passant. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'est pourquoi il faut prendre du recul. Puis un des problèmes dans les négociations qui sont faites, c'est que le Canada a avancé en pleine négociation des solutions. On va mettre du monde aux frontières, on va bonifier, on va abonder les drones et compagnie. Alors qu'on était en pleine négociation. C'est pas parce qu'il arrive, Trump, et qu'il dit « je veux ça, puis ça va se passer de même qu'on se doit de se mettre à plat ventre. On est trop obéissant. Trop obéissant, puis on a été trop rapide. Vous avez identifié des secteurs qui sont menacés au Québec, agriculture, aluminium, bois, la culture. Je pense aussi aux 1200 emplois qui sont menacés à l'usine Packard de Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là pour protéger nos entreprises? Bien, regardez, vous parlez de Packard, c'est chez nous, c'est pas dans ma circonscription, mais c'est à deux pas d'ici. J'ai rencontré dans les 2 dernières semaines les maires de mes 4 municipalités, entre guillemets, mais j'aime pas ça dire ça. Mais ils bougent, ça bouge dans les MRC. Il y a entre autres un consultant qui a été engagé par plusieurs de ces villes-là pour évaluer comment nos entreprises où plusieurs de nos grosses entreprises de la région pouvaient diversifier leur marché, diversifier leur production, diversifier les exportations qu'ils ont. Alors, on est en action. Nos 2 MRC bougent beaucoup là-dessus. Puis moi, je trouve ça hyper positif. Il faut que ça se fasse plus au niveau local. À l'échelle du pays, là, on a un nouveau premier ministre, M. Carney, qui vient, on ne sait pas pour combien de temps. On va avoir des élections, on ne sait pas quand. Est-ce qu'on est équipé pour se défendre en ce moment? Écoutez, vous me parlez de M. Carney. Moi, je ne crois pas que ce soit la meilleure personne pour se battre contre Trump. Et je dis pas que Poilievre serait mieux. Les gens sont comme sur un nuage avec Carney. Est-ce qu'on a besoin d'un économiste pour aller dealer avec Trump? Je suis pas certain. Pas certain du tout. D'accord. En tout cas, on se dit que ce qui arrive là est peut-être une opportunité d'adapter notre économie. Luc Desilets, on va vous réinviter pour reparler encore de tout ça parce que c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne soirée. On s'en va faire un tour du côté de l'Hurlu, repère culturel atypique au cœur de Sainte-Thérèse. C'est une école, c'est une salle de spectacle, c'est plein de choses et on va en parler avec Karine Daou, qui est directrice générale. Bonsoir Karine. Bonsoir. On a dit école. Les gens pensent que vous donnez des cours de théâtre, ce qui est tout à fait vrai, mais c'est pas que ça. Non, effectivement, c'est pas que ça. On donne aussi des cours de comédie musicale, impro, mais aussi on a un parcours qui s'appelle le parcours Objectif Télé. Mm-hmm. C'est un parcours pour ceux qui veulent devenir comédiens. C'est ceux qui ont envie
démarrer dans ce projet-là, dans ce parcours-là. Puis, dans le fond, nous, on veut pas être, on se veut pas une agence artistique, on veut pas du tout aller là-dedans. Par contre, ce qu'on veut, c'est bien accompagner les gens pour les outiller, pour qu'ils fassent les bons choix d'agence, puis qu'ils soient bien préparés pour se présenter. Okay. Alors, comment ça fonctionne, tout ça? Bien, comment ça fonctionne? C'est un parcours de 40 heures de formation. Ouais. Puis, on propose de la formation, des conférences, un démo de jeu, une session photo. Donc, à travers un parcours qui dure 40 semaines, donc sur presque un an, on passe à travers toutes les étapes pour se préparer à présenter son projet. Et qui les donne, ces formations-là? On a Marie-Ève Verdier, qui est comédienne professionnelle, qui joue dans les gags juste pour rire, d'ailleurs, qu'on voit souvent. Il y a aussi Réal Bossé. On a une conférence avec Frédéric Pierre. Donc, c'est en gros là, ces personnes-là là, qui se chevauchent là, pour donner l'ensemble des formations. D'accord. Et est-ce que c'est autant pour les adultes que pour les enfants? Tout à fait. Oui. On a un programme jeunesse qui est pour les jeunes là, de 7 ans à 15 ans. Puis on a un programme pour les adultes. Nous, les adultes à l'URLU, c'est à partir de 16 ans. Okay, à partir de 16 ans, vous êtes dans le programme adulte parce que ma fille de 16 ans n'aurait pas voulu être avec des plus jeunes. Donc, ça nous a fait prendre... Mais de 16 ans, de 16 à 77 ans? À 107. Mais on peut penser raisonnablement qu'on peut avoir un petit bout de carrière en télé si on commence à suivre des formations à 30, 40 ans, 60 ans? Tout à fait. L'an passé, il y a une... comédienne qui était dans le groupe de Marie-Ève Verdier, donc en théâtre. Puis elle l'a amenée avec elle sur les gags juste pour rire. Elle a 72 ans. Ah bon, OK. Puis elle fait les gags juste pour rire tous les étés là, depuis ce temps-là. Ah, ben, intéressant. Ouais. Il y a une conférence qui s'en vient avec Jessica Barker. Exactement. Oui. Dans le fond, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire découvrir notre programme par le biais d'une conférence. Donc, c'est une conférence interactive qu'on va présenter le 6 avril prochain à l'URLU en après-midi. C'est un dimanche. Donc, ce qu'on pourra y voir, c'est des jeunes qui vont faire une table ronde et discuter de certains enjeux, de comment ça fonctionne, de qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, comment ça fonctionne l'école, l'apprentissage des textes et tout ça quand on est comédien sur des gros plateaux. Et on va aussi avoir la même chose avec les parents pour avoir leur vision du projet, d'avoir un enfant comédien, qu'est-ce que ça fait dans une famille, qu'est-ce que ça fait dans une vie, on peut-tu travailler, comment que ça se passe, tout ça. Puis les gens dans la salle vont avoir l'occasion de poser leurs questions à ces jeunes-là. Puis et aux adultes évidemment, et ça va se terminer par une conférence avec Jessica Barker, qu'on connaît tous. Ben oui. Mais vous en êtes vous-même un parent, une parente, oui, tout avec à fait. Un jeune qui fait de la télé, ça se vit bien ça? C'est des beaux défis, mais quand on décide qu'on s'y embarque, c'est une décision de famille, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Puis quand on embarque toute la famille ensemble dans ce projet-là. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler. Je vais être sur le panel avec mon fils, évidemment. Et qui seront les autres panélistes? Donc, Elliot, mon garçon, moi. Il va y avoir Loïc Oliveira, qu'on a vu là, notamment dans Défense d'entrée, dans Coco Ferme. On l'a vu dans Stat récemment. Aussi, le beau Joey Bélanger, qu'on peut voir dans l'œil du cyclone. Il a fait, on le connaît de partout. Il fait tellement de belles apparitions, de beaux rôles. Et Emma Bao également, qui a joué dans le trio de Coco Ferme et qui fait beaucoup de voix aussi à l'international, même là, des voix de films, des voix off de films. Qui fait du doublage. Du doublage, effectivement. Donc, ça, c'est le 6 avril. 6 avril à l'URLU. Dans l'après-midi, il faut prendre un billet, j'imagine, acheter un billet. Oui, c'est mieux. Puis, dans le fond, c'est gratuit. On invite toute la famille à venir découvrir, en fait, à l'URLU, ce qui se passe du côté de la formation pour les jeunes qui veulent devenir acteurs. Puis, il reste, pour vrai, j'ai été impressionnée, j'ai été surprise et agréablement... il reste très, très peu de place. Fait que ça m'a fait plaisir de voir ça. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. On commence à présenter du contenu découverte gratuit pour faire connaître davantage l'URLU. Ben, ça s'annonce fort intéressant. Karine Daou, directrice générale de l'URLU. Merci beaucoup. Merci.
La Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord confirme la nomination de Stéphane Tremblay en tant que président du conseil d'administration. En affaires à Saint-Jérôme depuis 25 ans, le propriétaire et directeur de l'école et salon de coiffure Michel Jean s'implique auprès de la Chambre depuis 2015 au sein du conseil d'administration et dans divers comités de travail et d'événements. Il fait maintenant équipe avec le nouveau conseil d'administration pour l'année 2025. Il est toujours possible d'en faire partie puisque 2 postes demeurent disponibles. La ville de Blainville rappelle à la population l'importance de tester son avertisseur de fumée au moins 2 fois par année lors des changements d'heure. Pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton de test de l'avertisseur et éteindre une bougie près de celui-ci. Il est conseillé d'en profiter pour changer les piles des avertisseurs. Il est aussi recommandé de vérifier leurs piles tous les mois à l'aide du bouton d'essai. On est de retour avec Clara Matéjonet. Il sera possible d'observer non pas une, mais 2 éclipses ce mois-ci dans la région. Et il y en a une qui va se produire cette nuit. Oui, Claude, donc une éclipse lunaire totale qui aura lieu cette nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, qui sera possible d'observer entre 1h09 et 4h47 du matin. Donc, il faudra régler votre réveil matin pour ça. Claude, alors, comment ça fonctionne une éclipse lunaire totale? 2 conditions doivent être réunies pour que cela se produise, que la Lune soit pleine et que la Terre se trouve entre elle et le Soleil. C'est donc l'ombre de la Terre qui obscurcira la surface de la Lune, habituellement illuminée par le Soleil durant la nuit. Donc, sur le plan visuel, à quoi on doit s'attendre? Alors, avant tout, il y a la phase de la pénombre, presque imperceptible à l'œil nu, puis nous entrerons dans la phase d'éclipse partielle. Donc, petit à petit, il sera possible d'observer l'ombre de la Terre projetée sur la Lune, prendre de plus en plus d'ampleur et gruger en quelque sorte la surface de la Lune. En d'autres mots, la partie visible de la Lune va rétrécir de plus en plus jusqu'au moment de la totalité. À ce moment, on pourrait s'attendre à ce que la Lune disparaisse complètement, mais non, il y a plutôt le phénomène que certains appellent la Lune de sang qui survient et notre satellite naturel prendra une teinte rougeâtre. Pourquoi? Alors, on écoute les explications de François Simard, qui est président du club d'astronomie de Bois-de-Belle-Rivière-Mirabel. Il y a un peu de lumière du Soleil qui passe de chaque côté de la Terre, qui va être déviée par l'atmosphère. C'est l'ensemble, dans le fond, des levées et des couchers de soleil tout autour de la Terre. Hein, fait qu'on voit le ciel est coloré, hein, on voit le lever au coucher de soleil. Mais c'est le type de lumière qui est projetée, qui est déviée vers la Lune. Donc, il sera possible d'observer tout ça durant la période de totalité qui durera 32 minutes environ. Ça laisse quand même un bon moment pour profiter du spectacle. Et puis ensuite, la Lune sortira petit à petit de la zone d'ombre de la Terre et c'est le phénomène inverse que l'on pourra observer jusqu'aux petites heures du matin. Pour observer l'éclipse lunaire, pas besoin d'équipement spécial, même que vos yeux suffisent. On écoute à nouveau M. Simard. Dans le fond, on n'a pas besoin d'avoir de gros appareils dispendieux pour pouvoir voir la Lune, parce que la Lune, c'est déjà quand même assez gros dans le ciel. Tu sais, si on a un télescope trop puissant, on n'appréciera pas l'ensemble du phénomène, on va juste voir des bouts de Lune. Là. Fait que c'est mieux d'avoir des tout petits appareils pas chers ou tout simplement une bonne paire de jumelles. Et à quelle fréquence se produisent les éclipses lunaires? Est-ce que c'est rare comme phénomène? C'est environ aux 6 mois que cela se produit sur Terre, mais cela dépend des années, puis ce n'est pas toujours tous les endroits sur Terre où on peut l'observer. Pour l'éclipse de cette nuit, c'est presque toute l'Amérique qui pourra l'observer environ en même temps. Les éclipses solaires, pour leur part, sont plus fréquentes, mais plus de personnes en même temps peuvent profiter des éclipses lunaires et elles durent plus longtemps. Donc, on a parfois l'impression que ce phénomène est plus fréquent alors qu'il est assez rare. Et le cycle de la Lune dure 1 mois environ. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas une éclipse lunaire à tous les mois? Parce que la trajectoire de la Lune autour de la Terre est inclinée par rapport au plan écliptique, soit la trajectoire que suit la Terre autour du Soleil. Alors, cet angle rend donc l'alignement des 3 corps célestes un peu moins évident que s'ils évoluaient tous sur le même plan. C'est donc la raison pour laquelle les éclipses lunaires sont un peu plus rares. Bon, ça c'était pour la Lune. Dans 2 semaines, il sera possible d'assister aussi à une éclipse solaire partielle. Est-ce que c'est par hasard que ça survient comme ça 2 semaines après l'éclipse lunaire? Non, en fait, les éclipses de Lune et de Soleil arrivent souvent en paire. Alors, une fois que la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune pour produire une éclipse lunaire, et il est assez logique que 2 semaines plus tard, la Lune se trouve sur un plan semblable entre la Terre et le Soleil. Ça s'appelle même la saison des éclipses. Ah bon? Et donc, à quoi on peut s'attendre là, pour cette éclipse solaire du 29 mars? Ce sera une éclipse partielle, donc pas du tout de la même ampleur que l'éclipse totale que certains ont pu observer le 8 avril l'année dernière. La Lune camouflera une partie du Soleil, environ la moitié, mais ça pourrait quand même être très facile de la manquer si on ne le sait pas. Premièrement, parce que le Soleil est tellement puissant que si vous vaquez à vos occupations, il est presque impossible de remarquer qu'une partie en est obscurcie. Et puis, en plus, cette éclipse se produira au moment du lever du Soleil entre 6h40 et 7h13
13 du matin. D'autres endroits dans le monde, comme l'Europe et le nord-ouest de l'Afrique, pourront observer le phénomène avant nous, mais il n'y aura pas d'éclipse totale observable nulle part sur Terre. Et quels sont les conseils d'observation pour cette éclipse solaire? Alors, contrairement à l'éclipse de lune, il vous faudra être équipé de lunettes spéciales pour profiter du phénomène, puisque vous regarderez directement le soleil. S'il vous reste des lunettes d'éclipse du 8 avril dernier, vous pouvez les réutiliser. Assurez-vous seulement qu'il n'y a pas d'égratignure ou de perforation sur la surface des lunettes. Ça pourrait être dangereux. La prochaine éclipse lunaire aura lieu l'année prochaine déjà, le 3 mars 2026, donc on est chanceux. Et puis la prochaine éclipse solaire partielle pourra être observable le 12 août 2026. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Malheureusement, on ne pourra pas discuter avec Michel Perron, le directeur de Stablex, qui a dû se désister. Néanmoins, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.